Le ciel au-dessus de la vallée était calme, presque trop calme, comme si la nature elle-même retenait son souffle avant la tempête. Un léger brouillard glissait sur le cours sinueux de la rivière, enveloppant les collines dans une lumière laiteuse. Au loin, un grondement sourd, d'abord à peine perceptible, se faisait entendre. Ce n'était pas le tonnerre, ni le bruit d'un orage qui approche, mais celui d'un moteur à la fois puissant et contenu, celui d'un avion de chasse en mission à basse altitude. Dans cette atmosphère suspendue, un pilote ukrainien, aux commandes de son Su-27, s'apprêtait à vivre un moment où chaque seconde pèserait plus lourd qu'une vie entière. Sa mission, d'apparence simple, mais d'une importance capitale, le menait droit au cœur d'une zone contrôlée par les forces russes. Devant lui, une cible dont l'enjeu dépassait le simple cadre militaire, un barrage stratégique dont la neutralisation pourrait changer le cours d'un conflit. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que ce vol ne serait pas seulement une opération risquée, il allait devenir un symbole. Dans le cockpit, les instruments clignotaient faiblement, le radar balayait silencieusement les alentours. Tout semblait normal, mais dans ce genre de vol, la normalité est une illusion qui ne dure jamais. Le pilote gardait un œil constant sur son détecteur d'alerte radar, conscient que le moindre signal, le plus petit bip, pourrait signifier une menace mortelle. En dessous, la rivière dessinait un ruban argenté entre les falaises. L'appareil volait à peine à 60 mètres du sol, jouant avec les limites de la physique pour rester invisible aux radars ennemis. Et c'est précisément dans ce fragile équilibre que tout bascula. En une fraction de seconde, un son strident envahit le casque du pilote. Ce signal, il le connaissait trop bien. Une alerte continue, longue, perçante. Cela ne laissait aucune place au doute. Un missile venait d'être lancé. À cet instant, le temps sembla se dilater. Les gestes du pilote se firent mécaniques, précis, fruits d'années d'entraînement. Il tira violemment sur le manche, l'appareil plongea et remonta dans une manœuvre qui défiait les limites humaines. Les forces G écrasaient son corps contre le siège. Le paysage devenait un tourbillon de vert et de gris. Derrière lui, quelque part au-delà des crêtes, la fumée blanche d'un missile dessinait une trajectoire mortelle. Ce premier tir n'était qu'un prélude. D'autres suivirent aussitôt. Les radars ennemis avaient verrouillé la position estimée de l'avion et libéré leurs armes sans relâche. Pourtant, chaque missile partait sur une estimation, une supposition, une image floue. Le Su-27, lui, n'était plus là où on l'attendait. Il volait littéralement dans l'ombre des collines, utilisant chaque repli du terrain pour tromper les systèmes de guidage. Cette lutte silencieuse entre technologie et instinct, entre calcul et réflexe, transformait le ciel en un champ de bataille invisible. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que dans de telles situations, la survie dépend autant de la machine que de l'humain. Le Su-27 n'était pas un avion ordinaire. Il possédait une puissance brute, une agilité rare pour un appareil de sa catégorie. Son rapport poussée-poids, légèrement supérieur à 1, lui permettait de maintenir des virages serrés sans perdre trop de vitesse. Et le pilote savait en tirer parti. Chaque manœuvre qu'il effectuait, chaque virage, chaque descente en rase-motte était une danse avec la mort. Les missiles se rapprochaient, guidés par des radars au sol qui tentaient désespérément de garder une trace de leur cible. Mais dans les profondeurs de la vallée, le signal se brouillait, devenait confus, perdait en précision. Les secondes s'étiraient comme des minutes. Le pilote, concentré à l'extrême, entendait encore les alarmes, les bips des systèmes d'avertissement, les sons étouffés du moteur peinant sous la pression. Pourtant, au fond de lui, il savait qu'il devait tenir, ne pas céder à la panique. La mission dépendait de lui, mais aussi de sa capacité à rester maître de son appareil. Et au moment où il crut avoir échappé aux premières salves, un nouveau danger apparut. Sur son écran, une nouvelle source d'émission radar venait de se manifester, bien plus puissante, bien plus précise. Quelque chose d'autre venait d'entrer dans le jeu. Dans les airs, à plusieurs dizaines de kilomètres de là, un autre appareil russe venait d'être informé d'une anomalie radar. Un A-50U, avion de détection avancée, venait de repérer un écho intermittent, un signal faible mais répétitif. Pour son équipage, il ne faisait guère de doute qu'un intrus se cachait dans les vallées. Aussitôt, les coordonnées furent transmises à un chasseur Su-35 en patrouille.
un appareil moderne, rapide, armé jusqu'aux dents. Ce dernier reçut les données, ajusta sa trajectoire et s'élança à pleine puissance vers la position probable du Su-27. Ce qui allait suivre serait une véritable partie d'échecs aériennes, une confrontation entre deux machines d'exception et deux pilotes qui savaient que le moindre faux mouvement serait le dernier. Le ciel, d'un bleu d'hiver, devenait le théâtre silencieux d'une traque où la technologie la plus avancée se mêlait au courage pur. Pour connaître la suite, abonnez-vous pour ne pas manquer la deuxième partie de ce rapport, où la vérité de cette mission se dévoilera enfin. Dans le vacarme étouffé de la cabine, le pilote du Su-27 sentit une nouvelle vibration dans le manche. Le signal venait de changer. Ce n'était plus l'alerte d'un missile sol-air, mais celle d'un tir air-air. Quelqu'un l'avait repéré depuis le ciel. Il jeta un coup d'œil à l'écran du radar de bord. Un signal mobile, rapide, venait droit sur lui à près de 1000 km à l'heure. Le pilote comprit immédiatement. Ce n'était plus une défense au sol qu'il affrontait, mais un adversaire bien plus redoutable. Un Su-35 russe venait de verrouiller sa position. L'équilibre venait de basculer. Ce n'était plus une question de terrain ou de camouflage, mais un duel pur entre deux chasseurs, deux philosophies du vol, deux nations face à face. Le Su-35, appareil de supériorité aérienne moderne, bénéficiait d'une technologie de détection bien plus fine. Son radar à antenne active balayait les vallées et reconstituait le relief, cherchant la moindre trace thermique. De son cockpit, le pilote russe voyait désormais un écho fugitif, une signature de chaleur, une trace qui apparaissait et disparaissait dans le relief. Il comprit qu'il avait affaire à un adversaire rusé, capable de voler à une altitude où personne n'oserait s'aventurer. Il prit alors la décision de tirer à longue portée, espérant frapper avant que l'Ukrainien n'ait le temps de se dissimuler. Deux missiles R-77 quittèrent les rails, leurs moteurs rugissant dans l'air froid. Dans la vallée, le pilote ukrainien sentit son RWR s'illuminer d'une série de tons graves et rapides. C'était la confirmation du tir. Les R-77 approchaient. Il savait qu'il avait environ 50 secondes avant que les missiles ne deviennent autonomes et activent leur propre radar. 50 secondes pour survivre, pour manœuvrer, pour espérer que la géographie devienne son allié. Il accéléra brutalement, poussant les deux réacteurs AL-31F à leur puissance maximale. L'avion trembla sous l'effort, les vibrations envahissant le cockpit, mais la poussée restait stable. Il plongea à 30 mètres au-dessus de la rivière, suivant les méandres de l'eau à une vitesse que peu d'humains pouvaient supporter. Derrière lui, les missiles fondaient à près de 3 fois la vitesse du son. Leur système de guidage tentait de garder le contact, cherchant l'écho-radar du Su-27, mais le relief brisait sans cesse le faisceau. Le pilote ukrainien tira violemment sur le manche, fit une roulade inversée, puis un virage en tire-bouchon qui fit gémir la structure métallique de l'avion. Chaque manœuvre était calculée, chaque mètre de terrain utilisé. À la 19e seconde, il fit un plongeon derrière une crête abrupte. C'est à cet instant précis que le premier missile passa au-dessus, aveugle, incapable de distinguer la cible réelle. Il explosa plusieurs centaines de mètres plus loin, libérant un nuage de fragments qui se dispersèrent sans atteindre leur but. Le deuxième missile tenta de corriger sa trajectoire, mais perdit sa cible à son tour. Son radar ne voyait plus qu'un amas de roches et d'arbres. Le système de guidage calcula la dernière position connue et décida de déclencher la charge. Une explosion retentit dans la vallée, soulevant un nuage de poussière. Le pilote ukrainien, lui, était déjà loin. Le bruit sourd de la déflagration résonna dans son dos, mais il ne ralentit pas. Il savait que l'adversaire allait recommencer. Le Su-35 était toujours là, au-dessus des collines, cherchant désespérément un signal. Et ce signal, il finit par le retrouver. Depuis sa position, le pilote russe reçut une mise à jour de son radar principal. L'avion ennemi volait désormais vers le nord-est, tentant de sortir du réseau de défense. Il comprit alors que le Su-27 n'était pas en simple mission d'évasion, mais en opération stratégique. Il ne fuyait pas, il se dirigeait vers quelque chose. Et ce quelque chose, c'était un barrage, une infrastructure majeure située dans une région sous contrôle russe. L'idée traversa son esprit, mais il n'eut pas le temps d'y réfléchir. Il tira à nouveau. 2 autres missiles partirent, cette fois à distance plus réduite, avec un angle d'attaque plus favorable. Le pilote ukrainien,
Concentré, vit les signaux d'alerte reprendre. 2 nouveaux vecteurs, plus proches, plus précis. Il comprit que le temps du camouflage était terminé. Il devait monter. Il poussa les gaz au maximum, le nez vers le ciel, laissant le Su-27 s'élever comme une flèche. En 12 secondes, il gagna plus de 2000 mètres. À cette altitude, il devenait une cible visible, mais il savait ce qu'il faisait. En montant ainsi, il forçait les missiles à sortir de leur trajectoire optimale. Leur système de correction devait compenser, mais chaque correction consommait de l'énergie. En quelques secondes, leur efficacité diminua. Les 2 projectiles passèrent en dessous de l'avion et explosèrent dans le vide. Mais cette manœuvre n'était pas sans risque. En montant ainsi, le Su-27 venait d'apparaître sur les écrans de tous les radars à plus de 100 km à la ronde. Des signaux convergèrent immédiatement. Un A-50U, toujours en orbite au sud, confirma la position. Le réseau russe se mit en alerte. Des ordres furent transmis, des batteries de défense réactivées, des fréquences radio saturées d'instructions. Le pilote ukrainien n'avait désormais plus aucune invisibilité. Il n'était plus un fantôme, mais une proie repérée. Pourtant, c'est précisément ce qu'il voulait, car il venait d'atteindre l'altitude nécessaire à la mission. Sous son aile, solidement attachée, se trouvait une bombe guidée JDAM-ER. Cette arme, développée à partir d'une munition standard, avait été adaptée pour voler sur des dizaines de kilomètres après son largage. Sa mission, frapper un point précis du barrage en aval, à l'endroit où la structure rejoignait le déversoir. Le pilote vérifia rapidement les coordonnées préchargées avant le décollage. L'ordinateur confirma que la cible était verrouillée. Mais soudain, un message d'erreur s'afficha sur l'écran de guidage. Signal GPS faible. Le système perdait la liaison avec plusieurs satellites. Il comprit immédiatement ce qui se passait. Au sol, les Russes avaient activé un système de brouillage électronique. Le R-330Z, un dispositif capable de créer de fausses coordonnées GPS, inondait la zone d'ondes trompeuses. Pour la bombe, cela signifiait qu'elle ne savait plus où elle se trouvait. Si elle était larguée dans ces conditions, elle pourrait manquer sa cible de plusieurs centaines de mètres. Mais l'appareil ukrainien n'était pas sans ressources. Les ingénieurs de Kiev avaient anticipé cette éventualité et installé un module de contre-mesure appelé SASM, conçu pour filtrer les signaux corrompus et maintenir une connexion avec les satellites authentiques. Le pilote activa le système secondaire. Lentement, la précision du signal s'améliora. Cependant, il restait un problème. Le brouillage était trop puissant pour que la JDAM puisse conserver une trajectoire stable une fois larguée. Le pilote devait trouver un angle, une altitude et une trajectoire qui le ferait passer dans une zone où le brouillage se réduisait temporairement. Selon les calculs, une seule trajectoire correspondait. Un couloir étroit, à peine large de quelques centaines de mètres, où le relief affaiblissait les ondes ennemies. Il devait voler droit dans cette ouverture, à 3000 mètres d'altitude, et larguer la bombe au moment exact où le signal GPS retrouverait sa clarté. Une erreur de 2 secondes, et toute la mission échouerait. L'air vibrait sous les moteurs, les alarmes continuaient de résonner, mais le pilote ne fléchit pas. Chaque mouvement, chaque décision semblait suspendu dans le temps. Le moment approchait. 3000 mètres. La lumière verte du système de visée s'alluma. Le signal GPS, brièvement, retrouva sa stabilité. Le pilote entra le code d'autorisation et appuya sur le bouton. La bombe se détacha du pylône et bascula dans le vide. Ses ailes se déployèrent aussitôt, se verrouillant dans un claquement sec. En moins d'1 seconde, elle devint un planeur silencieux glissant vers la cible. Au sol, personne ne voyait encore ce qui approchait. Les défenseurs du barrage ignoraient que, quelque part au-dessus des nuages, une arme intelligente descendait vers eux, portée par la gravité et guidée par un calcul d'une précision chirurgicale. Dans le cockpit, le pilote observait sur l'écran les chiffres défiler. Distance à la cible, 40 km. Temps estimé avant impact, 4 minutes 12. 4 minutes qui allaient décider du sort d'un ouvrage colossal et, peut-être, d'une région entière. Mais rien n'était encore joué. Le système russe avait détecté l'anomalie. Les antennes du R-330Z se réorientèrent vers la source du signal, augmentant leur puissance. En quelques secondes, la bombe perdit à nouveau le contact avec les satellites. Le pilote vit les chiffres se figer. L'arme ne recevait plus de mise à jour de trajectoire. Il serra les mâchoires, impuissant. Tout dépendait désormais des capteurs internes de la bombe, de ses gyroscopes, de ses accéléromètres,
et du dernier point de repère qu'elle avait enregistré avant la coupure. Le calcul d'erreur allait déterminer si elle atteindrait sa cible ou si elle plongerait dans l'eau en vain. La tension dans le cockpit était presque palpable. Le pilote fixait l'écran, suivant les dernières coordonnées disponibles. L'avion vibrait encore sous les courants ascendants, mais il resta en ligne droite, ne voulant pas briser la trajectoire calculée. Au sol, les équipes russes commençaient à percevoir une trace radar inhabituelle, un objet de petite taille descendant à grande vitesse. Des ordres furent donnés pour activer la défense rapprochée, mais le temps leur manquait. Dans moins de 2 minutes, tout allait se jouer. La bombe poursuivait sa descente, silencieuse, invisible à l'œil nu, portée par l'inertie et un dernier calcul enregistré avant le brouillage. L'altitude diminuait rapidement, 1000 mètres, 500, 200. Le radar altimétrique embarqué prit le relais, ajustant légèrement l'angle d'approche. Il ne restait plus que quelques secondes. Dans le cockpit du Su-27, le pilote ferma brièvement les yeux, priant en silence pour que la trajectoire soit juste. Puis il remit son appareil en descente, quittant l'altitude où il était devenu la proie de toutes les radars du secteur. Derrière lui, quelque part dans la vallée, l'histoire allait s'écrire dans le fracas d'une seule explosion. Abonnez-vous pour ne pas manquer la 3e partie, où les conséquences de cette frappe révéleront bien plus qu'un simple succès militaire. Le grondement sourd résonna d'abord comme un écho lointain, perdu dans la vallée. Puis il se transforma en une onde de choc qui fit trembler la terre sur des kilomètres. Les habitants des villages situés en aval du barrage levèrent les yeux, cherchant la source de ce bruit qui semblait venir de l'intérieur même du sol. En quelques secondes, un pan entier de béton se souleva avant de s'effondrer dans un fracas assourdissant. L'eau, retenue depuis des décennies, trouva soudain un passage. Un rugissement s'éleva, presque vivant, alors que des milliers de tonnes d'eau s'engouffraient dans la brèche, emportant tout sur leur passage. Le barrage venait de céder partiellement, exactement à l'endroit calculé. La mission, aussi folle qu'elle paraissait, venait d'être accomplie. Dans le cockpit du Su-27, le pilote observait au loin une colonne de vapeur et de poussière monter vers le ciel. Il n'y avait pas de satisfaction triomphante, seulement un silence lourd, celui d'un homme qui sait que ce qu'il vient de faire changera bien plus que le champ de bataille. La radio grésillait. Une voix du centre de commandement ukrainien confirmait la réussite de l'opération. Les images satellites en temps réel montraient l'eau s'échapper du réservoir, formant une onde de crue qui se propageait vers le sud. La structure principale du barrage tenait encore, mais le déversoir était détruit, rendant impossible tout passage de convois logistiques sur la rive. Le flux d'approvisionnement vers les positions russes serait désormais interrompu pour des semaines. Mais cette réussite technique avait un prix. L'appareil ukrainien, désormais repéré par toutes les stations radars du secteur, n'avait plus d'issue évidente. Le pilote savait qu'il devait quitter la zone immédiatement, avant que les chasseurs ennemis ne convergent. Il mit cap plein ouest, volant à nouveau au ras du sol. Derrière lui, le paysage se transformait. La plaine se gorgeait d'eau, les routes disparaissaient sous la montée soudaine du niveau. Les habitants, pris de panique, cherchaient refuge sur les hauteurs. Pour eux, cette explosion n'était qu'une catastrophe de plus dans une guerre qui n'en finissait pas. Pour les analystes militaires, c'était une manœuvre audacieuse, un acte stratégique, capable de redessiner temporairement les lignes de front. Les médias des deux camps réagirent presque immédiatement. À Kiev, les chaînes d'information diffusèrent des images floues de la vallée, affirmant que le barrage visé servait à acheminer des munitions et du carburant vers le front. À Moscou, les présentateurs dénoncèrent un acte de sabotage, une attaque contre une infrastructure civile. Les réseaux sociaux s'embrasèrent, les vidéos de l'explosion tournant en boucle, chacun y voyant sa propre vérité. Dans les capitales occidentales, les services de renseignement tentaient déjà d'analyser les images satellites pour évaluer les dégâts réels. Les experts hydrauliques parlaient de pertes limitées, mais de conséquences environnementales considérables. Pendant ce temps, le pilote poursuivait sa fuite. Son carburant atteignait la limite critique, les voyants rouges s'allumaient les uns après les autres. Il savait qu'il ne pourrait pas rentrer jusqu'à sa base d'origine. Il opta pour un aérodrome de fortune, une piste abandonnée utilisée autrefois pour l'entraînement. À mesure qu'il approchait, les turbulences diminuaient, la tension retombait lentement.
Il posa son appareil dans un nuage de poussière, les pneus criant contre le bitume usé. Le moteur s'éteignit dans un dernier souffle rauque. Le silence revint, seulement troublé par le vent qui balayait la plaine. Le pilote resta quelques instants immobile, le casque encore sur la tête, avant d'ouvrir la verrière et de respirer profondément. Sur le plan tactique, la mission était un succès incontestable, mais sur le plan humain, elle laissait une cicatrice. Le barrage, bien que ciblé pour des raisons militaires, alimentait aussi plusieurs villages en eau potable. Des familles allaient devoir être évacuées, des infrastructures civiles allaient être réparées pendant des mois. Les ingénieurs ukrainiens eux-mêmes, en analysant les images après coup, se rendirent compte de la précision presque inhumaine de l'impact. La bombe avait frappé à moins de 10 mètres du point prévu, une prouesse rendue possible par la combinaison du GPS militaire et de la navigation inertielle. C'était la démonstration éclatante de la capacité d'adaptation d'une armée privée de moyens conventionnels, mais riche d'intelligence et d'ingéniosité. À Washington, des officiers du Pentagone étudièrent les données avec attention. L'opération prouvait que les kits JDAM-ER, livrés récemment, pouvaient être utilisés avec efficacité, même dans des zones saturées de brouillage. En coulisses, certains voyaient dans cette frappe un message adressé autant à Moscou qu'aux alliés occidentaux. L'Ukraine était capable de mener des opérations complexes, d'utiliser la technologie de manière autonome et de frapper là où on l'attend le moins. À Moscou, en revanche, les analystes militaires cherchaient à comprendre comment une telle percée avait pu se produire malgré la couverture radar et les systèmes de défense. Les premiers rapports internes mentionnaient une faille dans la coordination entre les batteries anti-aériennes et les opérateurs de brouillage. Mais au-delà des analyses techniques et des calculs de trajectoire, il y avait ce moment suspendu, celui où le pilote, seul dans sa cabine, avait pris la décision de continuer malgré les risques, malgré les missiles, malgré le brouillage et la peur. Ce genre de mission ne se raconte pas dans les chiffres. Elle se ressent dans la tension d'un souffle retenu, dans la lumière d'un cockpit éclairé par les alarmes, dans le silence qui suit l'impact. Les militaires qui suivirent la frappe en temps réel racontèrent plus tard ce qu'ils avaient vu sur leurs écrans. Un point disparaissant à l'approche de la cible, puis une lueur blanche, puis plus rien. Ce rien-là signifiait tout. Dans les jours qui suivirent, la situation sur le terrain changea. Les colonnes logistiques russes furent forcées de se redéployer plus au nord. Les unités isolées dans la vallée durent abandonner du matériel. L'eau emporta des pontons, des routes, des dépôts improvisés. Les drones ukrainiens capturèrent des images des zones inondées, confirmant que la frappe avait eu l'effet escompté. Les stratèges à Kiev parlaient déjà d'un tournant. Pourtant, dans les cercles diplomatiques, les réactions furent plus prudentes. Les chancelleries européennes craignaient les répercussions humanitaires, les appels à la désescalade se multipliaient. Le monde observait, une fois encore, cette guerre qui ne cessait de repousser les limites de la technologie et du courage humain. Le pilote du Su-27 fut exfiltré quelques heures plus tard par une équipe au sol. Son visage restait fermé, marqué par la fatigue. Il ne prononça presque pas un mot pendant le trajet vers la base. Ce n'est qu'en arrivant, en voyant les techniciens se ruer autour de son avion criblé d'impacts, qu'il esquissa un sourire discret. L'appareil, tout comme son pilote, avait survécu à l'impossible. Dans le hangar, les ingénieurs prirent des notes, examinant les traces de chaleur, les fissures sur les ailes, les systèmes électroniques saturés par le brouillage. Chaque détail servirait à préparer la prochaine mission. Au-delà de la réussite militaire, cette opération devint rapidement un symbole de la nouvelle manière de faire la guerre. Une combinaison de précision, de discrétion et de prise de risque calculée. Dans les cercles d'experts, on parla d'un tournant invisible, celui où la technologie de l'Ouest et la détermination